Yes, OK. Donc, en 2016, en avril 2016, je suis donc partie en Ouganda pour le cours et enfin, j'arrive là-bas et franchement, j'ai été bouleversée par ce que j'ai vu et comment les soins étaient prodigués aux patients, comment Hospice Africa Ouganda était devenu une grande institution avec les différents hospices et comment les patients étaient suivis même à domicile et ces soins franchement, étaient très, très importants pour les patients. Donc j'ai compris que soigner, c'est aussi faire parler notre humanité. Donc il faut avoir de la compassion et soulager tant qu'on peut le faire le patient. Le patient qui vient vers nous avec toute sa souffrance ou le patient qu'on peut découvrir, hein, en entrant dans une maison où les gens vous ouvrent leurs portes. Dr. Sekondin and Sylvia have been working hard in French speaking African countries with the development of palliative care. And we are looking forward to finding out more about palliative care in Benin. So, my first question, Sekondin, to you is to ask if you would be kind enough to tell us about yourself and about your background, what brought you into palliative care. Vas-y. OK. Bon, merci de me donner de parler des soins palliatifs au Bénin. Alors, je ne connaissais pas les soins palliatifs au Bénin, avant 2014. Alors, en tout cas, pas sous la forme d'une spécialité médicale. Bon, ben, moi, j'ai toujours pensé que, soigner était, un art qu'on pouvait exercer que lorsqu'on aime son prochain et que la souffrance de l'autre, peut vous toucher. Alors, je suis née dans une famille de soignants. Mon papa, il est médecin, alors il voulait faire gynécologique, finalement il s'est retrouvé en santé publique. Alors ma maman, elle est sage-femme et donc toute petite, j'étais déjà dans le milieu de soins en quelque sorte. Ma maman, raconte que quand j'étais petite, elle me portait dans son dos pour faire les soins parce que à l'époque, il y avait pas de garderie pour les enfants donc les mamans parfois, ils étaient obligés d'amener les les enfants sur le lieu de travail et donc plus tard quand j'ai grandi oui, je te laisse tra OK, donc quand j'étais au collège, j'aidais ma maman à soigner les femmes, les accouchées. Je lui servais d'aide-soignante en quelque sorte parce qu'elle avait son cabinet d'accouchement, donc très tôt, j'ai été dans le milieu de soins et quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire quand je serais grande, je disais médecin, bon, sans réfléchir parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Voilà et donc après mon baccalauréat, j'avais obtenu une bourse pour aller étudier les statistiques et donc mon papa n'était pas content du tout, il souhaitait que je fasse médecine. Bah, finalement, j'ai fait médecine parce que dans le même temps, j'avais également une bourse pour faire médecine, mais sur une liste d'attente. Donc il fallait patienter pour qu'une place se libère. Du coup, heureusement, j'ai eu cette place. Donc après 2 mois de cours en statistique, je suis revenue en médecine, faire médecine, en fait. OK, donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés lors des études, médicales, et aussi, cette période correspondait à une période difficile pour ma famille parce que dans le temps où je commençais mes études médicales et mon papa était tombé malade, voilà et il fallait s'occuper de lui à la maison. Donc en même temps que j'étais à l'hôpital à m'occuper des patients, je revenais à la maison, il fallait aider maman à prendre soin de papa. Voilà, donc je faisais de mon mieux, en tant qu'étudiante. Pour passer les examens, ça se passait bien et après la médecine générale, j'ai fait la spécialité de médecine interne.
Voilà, donc je trouvais que dans cette spécialité, on avait une vue globale sur les maladies et on abordait mieux, heu le patient en prenant l'homme dans son ensemble et en faisant le lien entre tout ce que le patient peut présenter comme trouble, comme anomalie. OK, et donc quand j'étais en deuxième année de spécialité, c'était l'année où docteur Antelme Agondandé et docteur Roberto avaient été choisis dans le service pour aller suivre les cours de Hospice Africa-Ouganda, le cours francophone de soins palliatifs. Et donc, je ne savais pas ce que c'était. J'étais dans le service avec les autres collègues. On se demandait, ben, c'est quoi cette nouveauté et qu'est-ce qui allait nous tomber dessus à leur retour. Voilà. Yeah. Voilà, et on disait que c'était des soins de fin de vie et donc on était un peu effrayés à l'idée que le service devienne juste des soins, un service où on donnait des soins de fin de vie. Voilà, et donc en 4e année, je reviens dans le service parce que la 3e année, on l'a fait, soit à l'extérieur ou dans une sous-spécialité de la médecine interne. Donc je suis revenue dans le service en 4e année, et là je retrouve, Marcelin, qui est un infirmier qui était dans le service. Il il a il a été également formé en Ouganda. Il faisait partie de la 2e promotion. Et donc, il Mmh. s'occupait des patients et là, il me tirait parce qu'il avait besoin que je l'aide, à signer les ordonnances de morphine, à donner mon avis sur les plaies, lors des pansements, à donner mon avis en tant que médecin sur les patients. Parce qu'à cette époque, docteur Antel n'était plus très disponible parce qu'il préparait son examen d'admission. Et le deuxième qui avait été formé, docteur Roberto, il était en voyage, il est parti travailler en France. Et donc, Marcelin me tirait, il me montrait un peu comment ça se passait. Et là, il a fini Mmh. par suggérer au chef de service de proposer ma candidature pour aller suivre également les soins, le cours de soins palliatifs, le cours francophone en Ouganda. Mmh. Et en 2020, j'ai adhéré à l'association béninoise de soins palliatifs, qui avait été créée en 2015 et je suis depuis l'année dernière la présidente du bureau de l'association. Voilà. Mm. How many doctors in Benin would have an interest in palliative care? I recognize you said that your part of your inspiration was from the nurse who had been to Uganda, and roughly how many nurses are also working in palliative care. But do you have an idea? I mean, how many doctors and nurses would be, whether they're full time or part time or have this as an interest? Médecin en soins palliatifs au Bénin, on va dire, une dizaine, hein, une dizaine qui ont été formés, grâce à Hospice Africa Ouganda et d'autres qui ont été formés également avec des formations sur place au Bénin. Une formation de quelques jours pour les initier un peu aux soins palliatifs. On peut dire globalement une quinzaine, vingtaine de médecins quand même ont déjà été formés en soins palliatifs. Alors les infirmiers, un peu plus parce que en dehors de ceux qui ont été formés, en Ouganda, on a fait des formations sur place dans certains centres hospitaliers, mais aussi depuis 2023, nous avons le master de soins palliatifs pour, les infirmiers, les sages-femmes et donc on est à la 3e promotion de master en soins palliatifs pour les infirmiers et sages-femmes. Donc on a déjà 3 promotions, ça fait à peu près, 30, une quarantaine d'infirmiers qui ont été formés, hein, comme infirmiers spécialisés en soins palliatifs. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé le DU, le diplôme universitaire de médecine palliative. Pas l'année dernière, cette année, cette rentrée-ci, et c'est la première promotion qui est en train d'être formée. Et ce DU, normalement, est médecin et infirmier, psychologue, tous ceux qui veulent peuvent s'inscrire. Actuellement, nous avons quelques infirmiers
et surtout des infirmiers dans la formation du DU actuelle. So numbers are growing, training opportunities for health workers in Benin are growing as well. Things are moving in a great direction. Having said which, I think I read that the population is over 14 million people. Some parts of the country may be more difficult to get to. So still in terms of coverage of palliative care, it may be a challenge for everybody who needs palliative care to get it. We still need to see more development, I would imagine, for that population. You've talked about your own personal and professional development in this area and about the Palliative Care Association. In terms of services, do you want to talk a little bit about what has happened and what has helped the development in terms of the services on the ground in the country? Are these delivered through hospices or is it through the public system? How have things developed on the ground in Benin? Alors, disons que les modèles que oui, au terme des services, de prestations, c'est vrai que dans l'éducation, le développement, vous en avez parlé, comment ça a commencé. Mais à terme, des modèles ou des services que vous rendez, la prestation, à quel niveau il est-il, développé? Merci. Oui, alors, avec la mise en place du programme national de soins palliatifs depuis 2018, le programme a essayé de mettre en place des équipes de soins palliatifs dans les principaux hôpitaux du pays. En fait, nous faisons des soins en hospitalier, c'est-à-dire certains hôpitaux identifiés au sein desquels on a créé des unités de soins palliatifs, au moins des équipes de 3 4 personnes qui ont été briefées, formées et qui offrent les soins palliatifs. Actuellement, on est à, disons, 11 équipes de soins palliatifs réparties un peu partout dans le pays, hein, du nord au sud. En dehors des soins à l'hôpital, c'est-à-dire les patients sont vus en hospitalisation, mais également en consultation. En dehors des soins à l'hôpital qu'on peut donner pendant qu'ils sont hospitalisés, quand ils sortent, ils rentrent, on fait des sorties, des visites à domicile pour aller les suivre. Voilà. On n'a pas des des hospitalisations permanentes pour, des patients en soins palliatifs. Quand ils sont hospitalisés en phase aiguë ou pour des complications, à la fin, ils sortent et puis on fait les suivis à domicile. C'est les 2 modèles que nous faisons. Donc nos unités de soins palliatifs sont en quelque sorte des unités de soins du jour, hormis les cas où les gens sont vraiment hospitalisés sur une courte période, en phase difficile ou en phase aiguë. Quand ils vont mieux, on les sort et puis on fait le suivi à domicile. Ils peuvent revenir pour des soins ponctuels. Trying to encourage that palliative approach in health workers who maybe are not 100% engaged in palliative care, but making sure that access happens at various different levels, and 11 teams in all the different regions. So, a short space of time. It's only 7 years since 2018. So, that's people have been very active, I think, and done a lot of work. In Benin, is it mainly cancer patients who are able to receive palliative care, or it's across conditions, it's younger people, older people, cancer, non-communicable disease, organ failure, all these things, or it's mainly focused on adults with cancer at the moment? Au Bénin, en fait, la 1re situation qui fait que les gens sont en soins palliatifs, c'est le cancer. C'est d'abord le cancer et beaucoup plus en soins palliatifs, nous avons un peu plus de femmes que d'hommes parce que c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent. Donc, disons 88 des patients en soins palliatifs, 88 hein, des patients en soins palliatifs souffrent de cancer. Alors les autres, c'est des complications des maladies cardiovasculaires, des séquelles invalidantes, des accidents vasculaires cérébraux, surtout ça.
Et alors les maladies, neurodégénératives, on en a un peu. La moyenne d'âge en soins palliatifs, comme c'est souvent beaucoup de femmes autour de la cinquantaine, hein, 52 ans, voilà, niveau socio-économique très bas. Donc en général, c'est ça. And the give can you give us an idea of the commonest types of cancer that would be occurring in Benin? Les cancers les plus fréquents, Oui, les 3 c'est premiers, oui, les plus fréquents. ouais, c'est le cancer du sein, c'est le cancer du col de l'utérus chez la femme, c'est les hommes, c'est le cancer de la prostate, le cancer colorectal. Ensuite, le cancer du foie. Would Dr. Secondin like to say what the Palliative Care Association is in Benin is hoping to do moving forward? Is it mainly on the education side, or what other initiatives are there in progress? Bien. Pour la progression des soins palliatifs pour les futurs différents de l'éducation, les soins des malades, est-ce qu'il y a de développement ou certaines initiatives que vous y passez qui pourra faire avancer encore les choses davantage comme projet, comme une vision hein, sur laquelle vous vous basez en tant que l'association de soins palliatifs béninoise? Oui, alors l'association, est née en fait pour essayer de mobiliser les gens autour des soins palliatifs, déjà faire connaître ce que c'est et mobiliser les gens autour, faire des plaidoyers pour qu'on puisse avoir des ressources pour accompagner, les équipes de soins palliatifs et accompagner les personnes malades aussi. Parce qu'on vient de dire que c'est des patients qui se retrouvent rapidement démunis et donc très souvent, nous apportons une aide, une assistance, alimentaire, une assistance, sociale à ces patients-là. Alors nous travaillons aussi dans la formation. Nous essayons de trouver des financements pour continuer la formation, pour former autant de monde que possible. Et actuellement, nous avons un volet formation des agents de santé communautaire pour aller identifier les patients. Parce que beaucoup de gens ne viennent pas à l'hôpital, justement parce qu'ils craignent de beaucoup dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Et donc, les agents de santé communautaires, comme eux, ils sont dans les communautés, ils sont censés aller repérer les patients. Et comme ils sont formés à identifier les patients, ils nous aident, ils essaient de le faire. Et ils identifient les patients, ils essaient d'enregistrer ces patients pour s'en occuper. Et nous organisons des conférences, des congrès également en partenariat avec le Programme national de soins palliatifs. Nous sommes déjà à la 3e édition du congrès scientifique de soins palliatifs que nous organisons au Bénin. L'année prochaine, ça va être la 4e édition. Nous avons des partenaires qui nous soutiennent. L'association a des partenaires qui la soutiennent, notamment l'AMCC, l'Alliance mondiale contre le cancer, qui nous aide à assurer le volet formation, mais aussi nous aide dans l'appui social, l'appui alimentaire aux patients. Il y a ADESPA, Association de développement des soins palliatifs en Afrique, alors qui nous aide aussi pour mettre à disposition les moyens roulants, qui nous a déjà aidés au moins une fois pour des véhicules, pour les visites à domicile. Voilà. Nous sommes également membres de la FISP, la Fédération internationale francophone de soins palliatifs, et nous échangeons beaucoup avec la FISP au niveau des pays francophones pour améliorer ce que nous faisons. Voilà. Mm. Et la morphine aussi, vous en avez? Oui, ah oui, la morphine, c'est vraiment une révolution, hein. Alors, depuis 2017, nous produisons la solution orale de morphine à partir de la poudre de morphine à Cotonou. En 2015, la pharmacienne de l'hôpital de Cotonou est allée en Ouganda pour la formation et donc, à son retour, l'association a obtenu
l'appui d'un laboratoire pharmaceutique qui a accepté et nous aider à mettre en place la petite unité de production de la solution orale de morphine. Franchement, ça, c'était une énorme révolution et je peux dire actuellement au Bénin que la prise en charge de la douleur a pris son envol grâce à cette unité parce que les patients en soins palliatifs peuvent avoir les opioïdes gratuitement, la morphine gratuitement, les autres antalgiques gratuitement parce que le programme national de soins palliatifs les met à disposition. Et là, je peux dire qu'on a été très bons élèves de Hospice Africa Ouganda pour avoir mis ça en place parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont pas encore arrivés à ce niveau. Et donc, on peut dire que la prise en charge de la douleur au Bénin, on a beaucoup avancé sur ça. Et c'est grâce aux soins palliatifs, grâce à nos formations à hospice que nous avons pu mettre en place cette prise en charge. Pas seulement en soins palliatifs, parce qu'il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de mythes dans la prescription des opioïdes. Même les patients en situation aiguë qui n'avaient pas facilement accès aux opioïdes. Et donc, avec les soins palliatifs, nous formons davantage les soignants à utiliser comme il se doit, comme on doit l'utiliser, les opioïdes, dans les cas où c'est indiqué. Voilà. That's wonderful. That's really wonderful. So many activities, and of course, Professor Anne Merriman, and access to oral morphine is such a legacy that she has left for all of us to advocate for, but to see that you have managed to get your factory and get free morphine for patients, that's really such a tremendous achievement. That takes a long time. So, um, so again, congratulations for that. And lessons or tips or thoughts related to palliative care that you would like to share with the international audience who listen to this podcast? So Mm. that will be the final question. So anything that Dr. Sekondine first, and then Sylvia, if you want to add anything as we close. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Ce que je voulais surtout dire, c'est que donner leur place, leur juste place, je veux dire, aux soins palliatifs en Afrique, hein, pas seulement au Bénin, passe par un diagnostic précoce des maladies graves, Mm. la disponibilité d'une prise en charge concrète, curative dans la mesure du possible. Et cela suppose des moyens diagnostiques disponibles et accessibles à tous, une couverture sanitaire et sociale réelle, parce que les difficultés financières font que les gens ne peuvent pas avoir accès aux soins. Et donc, les pays doivent travailler pour avoir un plateau technique capable de soigner efficacement et sans discrimination leur population. Alors, les partenaires financiers doivent soutenir les actions visant à assurer un accès universel aux soins dans les pays où ils interviennent et ne pas se contenter de financer les grands rassemblements scientifiques. C'est utile, certes, mais pas suffisant pour régler les problèmes. Quand vraiment on a essayé de traiter la maladie et qu'elle échappe au contrôle, alors les soins palliatifs doivent être disponibles et accessibles à tout le monde, sans contrainte financière pour la poche du patient et de sa famille. Il faut que les soins palliatifs en Afrique soient culturellement et économiquement adaptés au contexte africain. Il faut pouvoir assurer le contrôle de la douleur en soins palliatifs dans la plupart des pays francophones et même anglophones en Afrique. Et certains pays ont encore du mal à avoir la morphine à moindre coût. La morphine, la solution de morphine ne coûte pas grand-chose. Il faut juste une volonté, être assez actif, assez pragmatique pour oser faire les choses. Voilà. Je pense que les politiques devraient s'impliquer davantage et nous encourageons les associations à faire davantage de plaidoyer dans ce sens-là.
Et les réglementations internationales devraient tenir compte du besoin dans les pays à ressources limitées et revoir un peu les contraintes pour rendre disponible et accessible la morphine dans ces pays. Voilà. So I believe that prophecy Anne gave, uh, really rest in peace. She said, I thought, I really think Benin will be a country for the Francophone countries. And we have seen a lot of potentiality. We have seen, we trust them. And with their training aspect they have taken now, I think it is a big encouragement. Merci beaucoup, Sylvia, pour tout ce que tu fais aussi, Hospice Africa Ouganda. Merci à Jane. Jane, j'ai été ravie de te rencontrer à Hambourg. Et je pense que tu fais beaucoup. Je connais juste ce podcast, mais quand je vois ce que tu as déjà fait avec beaucoup d'autres personnes, je pense que tu dois être une battante. Tu dois être vraiment passionnée des soins palliatifs. Et merci beaucoup. J'ai été ravie, de participer à cette émission. Merci à vous. Palliative care matters because palliative care isn't just a specialty, it's something we all do. Subscribe wherever you get your podcasts.